C'est toujours difficile de comparer, mais à première vue, c'est quand même une histoire, une finale qui rentrera dans l'histoire et dans la légende, parce que, à mes yeux, hein, j'ai essayé de revoir un peu toutes les finales qui avaient pu exister en Coupe du Monde. Je pense que c'est celle qui a été la plus étonnante, la plus étrange. Une finale qu'on n'oubliera pas, avec un dénouement totalement imprévisible. Et puis une entrée en matière un peu particulière, avec une équipe de France qui était complètement tétanisée, pas du tout dans le match. Et puis la folie Mbappé. Et puis au cœur de cette finale-là, vous avez deux êtres humains qui sont hors normes, le génie d'avant et peut-être le génie de demain, c'est-à-dire Messi et Kylian Mbappé. Justement, ces deux hommes ont marqué cette rencontre, Messi et Mbappé. Lequel des deux a été le plus héroïque, selon vous? Et alors là, c'est vraiment choisir entre son père et sa mère. Hein. C'est compliqué. C'est vrai que Kylian Mbappé a fait un match phénoménal. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien si Kylian Mbappé n'est pas là. C'est impossible puisque c'est lui qui déclenche tout dans les 10 dernières minutes, alors avec ce penalty, hein, et puis après par le but et cette reprise de volée, et encore un penalty durant le temps additionnel qu'il se procure lui-même avec une frappe qui est déviée de la main. Donc s'il fallait peut-être donner un petit avantage, je dirais du côté de Kylian Mbappé, mais franchement, il ne faut pas occulter tout ce qu'a fait Messi. Il a été encore génial sur ce match, et puis d'une certaine manière sur toute la compétition. C'est pour ça que Messi a été élu meilleur joueur de la compétition d'ailleurs. Alors cette finale a été particulièrement suivie en Afrique, l'occasion pour nous de faire le bilan des équipes africaines engagées dans ce mondial de football. Tout d'abord le Maroc. Que faut-il retenir du parcours historique des Lions de l'Atlas? Historique et assez phénoménal. Parce que franchement, avant la compétition, si vous m'aviez dit le Maroc va déjà sortir son groupe, j'aurais pas parié énormément. Et il s'est passé quelque chose autour de cette équipe du Maroc, autour de son entraîneur, Walid Regragui, qui a été un peu le symbole, vous savez, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux coachs là qu'on a pu voir. Et c'est proprement phénoménal ce qui s'est passé pour eux. Parce que sortir d'un groupe avec, n'oublions pas, hein, quand même la Croatie déjà, qui a été quand même deuxième à la Coupe du Monde, la Belgique, qui avait fait troisième de la dernière Coupe du Monde, Canada, une équipe qui monte en puissance, et après, vous éliminez l'Espagne, le Portugal, et puis mine de rien contre la France, avec une petite erreur d'arbitrage, une grosse erreur d'arbitrage à mon avis, sur Bouffal où il y a un pénalty qui est non sifflé, je ne sais pas ce que ça aurait pu provoquer, c'est une équipe qui a fini quand même fatiguée, parce que non plus, il n'avait pas la qualité de banc des grosses équipes, mais franchement, c'est le souffle, un souffle incroyable qu'il y a pu avoir sur cette Coupe du Monde grâce au Maroc. On était tous un peu, moi, quand on était dans le stade voir le Maroc, il y avait des émotions, des frissons, et tout ça emmené par un entraîneur qui a marqué l'histoire de cette compétition à sa manière aussi. Il n'était pas sur le terrain, mais sur le banc. La sélection du Sénégal a suscité beaucoup d'espoir avant le début de cette compétition. Comment expliquez-vous qu'elle ait manqué son rendez-vous avec le Qatar? La première explication, de toute façon, c'est l'absence de Sadio Mané. À partir du moment le jour où Sadio Mané s'est blessé, il était amputé un peu d'une jambe, hein, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que lui, c'est un élément clé et essentiel dans la force de ce Sénégal-là. C'est celui qui tire l'équipe vers le haut. Et puis c'est vrai que moi, je finis assez déçu. Hein. Alors, c'est vrai qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais il y a la défaite contre les Pays-Bas. Alors, on m'a expliqué, les Pays-Bas, ils ont quand même fait un bon match. Non, mais j'attendais mieux, parce que moi, j'avais beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir dans cette équipe du Sénégal, vu le potentiel des joueurs, vu ce qu'ils avaient fait cette année. Hein. Ils ont gagné leur première CAN, donc ça devait un petit peu casser quelques petites barrières qu'ils pouvaient avoir, peut-être psychologiques. Et puis le huitième de finale, ils n'existent pas vraiment contre l'Angleterre. Un début de match très difficile. Je pense un système de jeu qui n'a pas convenu complètement aux Sénégalais. Et puis après, ils n'ont pas existé. Et ça fait que j'ai eu la sensation, même si à ce passage en huitième de finale, qui est un grand moment évidemment pour le football sénégalais, hein, c'était très important. Mais moi, j'ai quelques regrets quand même sur la performance. Ouais. Je m'attendais à mieux. Autre équipe africaine très attendue, le Cameroun. Qu'a-t-il manqué aux hommes de Rigobert Song pour ce rendez-vous? J'allais dire un peu de talent, tout simplement. Parce qu'à un moment, vous tombez parfois dans des groupes où les équipes vous sont supérieures. Mais, alors là, je vais peut-être vous étonner, moi j'ai été plutôt agréablement surpris par la performance du Cameroun. Pour être honnête, je m'attendais pas... Cameroun qui a battu le Brésil. Hein, je m'attendais pas énormément, parce que je pensais que le groupe, pareil, comme pour le Maroc, à l'arrière, c'était un groupe très difficile et peut-être trop difficile. Ils font un premier match contre la Suisse, ils font une première mi-temps très bon niveau. Alors, ils sont battus 1-0. Après, contre la Serbie, ils arrivent à faire 3-3 et après, ils battent quand même le Brésil. Et c'est pas rien. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est une équipe qui n'avait encaissé que des défaites. Une seule victoire depuis 1990 contre l'Arabie Saoudite en 2002. Donc, ça veut dire qu'ils arrivaient là quand même avec pas mal de retard. Et je trouve qu'au final, ils sortent de la Coupe du Monde. Alors bien sûr, il n'y a pas la qualification pour les huitièmes. Et après tout, c'est vrai que c'est l'espoir de tout le peuple. C'était aussi la huitième de finale et de l'Afrique. Mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette génération-là. Aller un petit peu plus loin, trouver d'autres joueurs qui vont pouvoir gonfler un peu cet effectif-là. Et puis on verra un peu ce que ça va donner à la CAN en 2024. Les Tunisiens et les Ghanéens n'ont pas franchi les phases de poule. Sont-ils tombés sur des adversaires supérieurs?
Alors, deux cas de figure différents. Tunisien, j'étais agréablement surpris, parce que là, je pensais que ce serait très très compliqué pour eux, vu leur groupe. Hein. Mais ils font un match nul contre le Danemark. Ils battent la France, faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai que c'est une France C, je veux dire, parce qu'il manquait déjà beaucoup de joueurs avant les A. Mais n'empêche, fallait le faire, fallait gagner. Ils ont fait une performance assez inattendue. Donc, je pense qu'ils sont sortis quand même de la Coupe du Monde la tête haute. Pour le Ghana, c'est un peu particulier. C'est une équipe qui a été faite, j'allais dire, de briques et de broc. On s'est dit, on va ramener des binationaux. Alors, au dernier moment, ils arrivent. Il n'y avait pas d'automatisme entre les joueurs. Et moi, il y a une forme de vraie déception sur l'équipe du Ghana parce que je pensais qu'ils avaient le potentiel pour aller plus haut. Cette 22e édition de la Coupe du Monde de football au Qatar a été particulièrement décriée, critiquée. Malgré ça, est-ce une réussite ou un succès mitigé? Ah non, c'est une vraie réussite. Hein. Tous les gens qui sont allés là-bas pourront dire qu'il y a une organisation qui était parfaite. Alors bien sûr, il y a eu plein de sujets qui avaient été mis sur la table, qui sont des sujets périphériques au football. Alors après, on peut avoir ses points de vue. Le non-respect des droits humains, le environnement. Voilà, exactement. Ça, je comprends que ce soit des sujets très très importants. Mais enfin, faut y aller, il faut discuter avec les gens et voir que tout n'est pas aussi simple que ça. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est que évidemment que tout n'est pas parfait. Mais si vous voulez, si vous pensez que quand vous allez au Qatar, vous allez reproduire la société française, c'est sûr que là, vous trompez et vous allez être très très déçus. Mais il y a plein de pays plein de gens de pays différents qui sont allés là-bas, qui n'avaient pas du tout les mêmes remarques que parfois les Occidentaux ont pu avoir. Pensez-vous qu'il faut améliorer les conditions d'organisation des événements sportifs à l'avenir? Oui, ça c'est de toute façon, c'est important. Maintenant, il y a des éléments qu'on ne peut pas négliger, heureusement. Et d'ailleurs, même la Coupe du Monde au Qatar, ça a eu un effet très très important parce que ça a permis notamment socialement de changer aussi pas mal de choses dans la société qatari. Et il y a eu pas mal de nouvelles choses sur le monde sur le travail, sur le travail par exemple durant certains horaires, le kafala, le fameux sponsoring, etc. Ça a aussi évolué. Tout n'est pas parfait, loin de là. Mais de toute façon, on n'est pas en train de dire, je ne connais pas votre pays où tout est parfait d'ailleurs, mais il y a eu une évolution. On a senti, même dans les rapports sociaux, quelque chose de nouveau dans ce pays-là sur les dernières années. Il faut aller plus loin, il faut le faire encore mieux, c'est une évidence. Mais je ne suis pas le seul pays, vous allez aux États-Unis, il y aura aussi des problèmes, au Mexique peut-être aussi. Et donc ça c'est de manière globale, évidemment qu'il faut essayer de tendre vers le mieux. L'écologie est un sujet aujourd'hui majeur. Mais il faut aussi aller dans un sens très positif. Alors je ne sais pas si une Coupe du Monde, par exemple, avec 3 pays, Canada, États-Unis et Mexique, est moins impactante qu'une Coupe du Monde sur une ville comme Doha. Justement, cette 23e édition de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en 2026 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, une compétition non plus à 32 mais à 48 équipes. Est-ce une aubaine pour les sélections africaines ? À partir du moment où vous avez plus d'équipes, j'allais vous dire, vous avez un peu plus de chance, mais il faut se méfier, parce que parfois les équipes qui vont être là étaient des équipes éliminées par celles qui sont allées justement au Qatar, par exemple. Mais enfin, sur le nombre, vu qu'il y a eu des éliminations, ça s'est joué à peu de choses. L'Algérie, ça s'est joué à peu de choses contre le Cameroun. L'Égypte, à peu de choses. Donc si vous avez des sélections comme l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, pourquoi pas un jour l'Afrique du Sud qui peut sortir une bonne équipe, la Côte d'Ivoire qui a aussi sur le papier une équipe intéressante. Le fait d'avoir plus de sélections, ça peut donner plus de chances. Mais attention, déjà une équipe en demi-finale comme ça avec le Maroc qui a brisé un peu un plafond de verre, c'est magnifique. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir 2-3 équipes en demi-finale. Déjà une, c'est parfait. Il faudra peut-être plus d'équipes en quart de finale et évidemment encore un peu plus en huitième de finale. Hervé Penaud, merci d'être venu analyser cette Coupe du Monde de football au Qatar avec nous ce soir. Et bien évidemment, on vous retrouve pour de prochaines actualités, notamment sur le foot africain. Merci. Avec plaisir.